Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 3 juin 2026 et nous allons parler de la Russie. Lorsqu'en 2022, j'ai écrit ce livre, La prochaine guerre sera nucléaire, j'ai consacré un chapitre de plusieurs pages sur la Russie que j'ai intitulé « La Russie, un pays à prendre au sérieux ». Bruno Le Maire aurait dû lire ce chapitre, cela lui aurait évité cette déclaration faite au début de l'année 2022 qui l'a rendu ridicule pour le restant de sa vie. Nous allons mettre la Russie à genoux. 4 années plus tard, nous sommes dans une situation où tout le monde peut se rendre compte que c'est l'Union européenne qui est à genoux suite à la politique suivie par des incapables complètement en dehors des réalités. En 1995, lorsque j'ai créé la société Les Tubes d'Aquitaine, j'ai reçu le CV d'une femme mariée à un Français qui vivait dans cette petite ville où j'étais en train d'installer une usine de 20 000 mètres carrés pour produire des tubes pour le transport du gaz et du pétrole. Cette femme était née à Leningrad en 1951 et avait fait toutes ses études dans cette ville, avait exercé la profession d'ingénieur en Russie pendant plusieurs années avant de venir habiter en France. Je l'ai embauchée en 1995 et elle a travaillé à mes côtés jusqu'à sa retraite, c'est-à-dire pendant plus de 20 ans. Au cours de ces années, j'ai appris que pendant son enfance, elle habitait le même quartier que Vladimir Poutine et qu'elle était allée dans la même école, bien sûr pas dans la même classe puisqu'elle avait 1 an de plus. Elle a vécu son enfance en fait dans les mêmes conditions que Vladimir Poutine, c'est-à-dire dans un immeuble avec des appartements collectifs où chaque famille était logée dans un appartement comprenant en général 2 chambres et une salle à manger, mais partageait une cuisine, une salle de bain et les toilettes avec les autres familles habitant le même étage. C'était comme cela dans les années 1950 et 1960, la cuisine, les toilettes, c'était chacun son tour, avec des horaires affichés sur la porte. Pendant la guerre de 1940 à 1945, la ville de Leningrad, qui a repris son nom d'origine et s'appelle aujourd'hui Saint-Pétersbourg, a subi un siège de la part de l'armée allemande d'une violence difficilement imaginable aujourd'hui. Avant le siège de l'armée allemande, la ville de Leningrad comptait 2 500 000 habitants, dont 400 000 enfants. Le siège commence le 8 septembre 1941. La ville de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, est complètement coupée du reste de la Russie. Toutes les voies terrestres sont coupées. L'hiver de 1941 va être terrible avec des températures de moins 38 degrés Celsius. Les habitants ne pouvaient pas recevoir de nourriture en provenance d'autres villes et la nourriture a été tout de suite rationnée à raison de 125 grammes de pain de mauvaise qualité par jour et par personne. L'aviation allemande bombardait régulièrement la ville, mais c'est le froid et la faim qui va faire le plus de morts. Beaucoup de personnes mouraient dans les rues et les cadavres en hiver étaient recouverts de neige et ils étaient seulement enterrés au printemps lorsque la neige avait fondu.
Le siège va durer 872 jours, presque 2 ans et demi. Le 27 janvier 1944, on comptera un peu plus de 1 million de morts, principalement des morts de faim. Beaucoup avaient réussi à fuir la ville et on comptera 600 000 survivants à la fin du siège. Les parents de Vladimir Poutine ont perdu 2 enfants, dont un pendant le siège de Leningrad. La mère de Poutine tombera d'inanition dans une rue et sera placée dans un camion au-dessus des cadavres pour être enterrée dans une fosse commune. C'est le père de Vladimir Poutine qui, passant devant ce camion, reconnaît les chaussures de sa femme et demande à ce que l'on retire son épouse de ce camion pour l'enterrer dans une tombe individuelle. C'est à ce moment qu'il se rend compte qu'elle respire encore. Elle sera transportée à l'hôpital, elle sera réalimentée et sauvée. Pour comprendre le caractère de Vladimir Poutine, il faut connaître les conditions dans lesquelles il a passé son enfance. Les conditions épouvantables dans lesquelles ont vécu ses parents pendant la guerre ont forgé son caractère et sa détermination. Les parents transmettent à leurs enfants ce qu'ils ont vécu et surtout lorsqu'il s'agit de situations extrêmes qui ont duré plusieurs mois. Les souffrances qu'ils ont endurées, les survivants du siège de 972 jours ont été quelque chose d'inimaginable pour les personnes qui vivent dans le confort de l'époque actuelle. Pour comprendre le caractère de Vladimir Poutine, il faut aussi prendre en compte sa formation militaire et sa formation au sein des meilleurs services de renseignement à l'époque, le KGB, où il va atteindre le grade de lieutenant-colonel à l'âge de 38 ans. Mais surtout, il faut prendre en compte que dès l'âge de 15 ans, il pratique le judo et va le pratiquer intensément tout au long de sa vie. Le judo n'est pas seulement un sport de combat, c'est une discipline sportive qui forge le caractère avec le respect de l'adversaire, le respect des règles et oblige à réfléchir vite pour profiter de la première faute de l'adversaire. C'est tout cela qu'il faut prendre en compte pour tenter de comprendre ce qui va se passer dans les prochains mois en Europe et dans le monde. En 1999, je suis allé en Sibérie pour former une équipe d'ingénieurs à l'installation des tubes que mon entreprise fabriquait pour transporter le gaz à très haute pression. Ce pays était en ruine. Il n'y avait plus rien dans les magasins. L'alcoolisme faisait des ravages dans la population et je travaillais avec des ingénieurs d'une quarantaine d'années qui avaient le physique d'hommes de plus de 60 ans. Les dirigeants des grands groupes qui étaient cadres à cette époque, étaient cadres salariés dans le système soviétique, sont devenus, par un jeu de signatures, propriétaires des groupes lorsque l'Union soviétique a implosé. Dans les années Boris Yeltsin, la corruption s'était développée et les entreprises devenues privées ne payaient pas leurs impôts. Poutine, dès son arrivée au pouvoir, a commencé à faire entrer l'argent des impôts dans les caisses de l'État. Et en quelques années, il a remis
ce pays sur les rails. Les résultats des travaux de recherche qui dormaient dans des cartons ou étaient stockés dans des ateliers ont été repris et en quelques années, des prototypes ont été construits et ce pays de 140 millions d'habitants a été réorganisé et a commencé à exporter une partie de ses richesses. Je vais me permettre de lire une page du chapitre que j'ai écrit début 2022. Page 14. La Russie est le plus grand pays du monde avec 17,4 millions de kilomètres carrés, le double des États-Unis et environ 13 fois la superficie de la France. Sa population est de 145 millions d'habitants. Deuxième producteur mondial d'or avec 331 tonnes d'or produites en 2021, très loin devant les États-Unis, dont la production est de 187 tonnes. Il faut dire que l'essentiel vient de l'Alaska qui a été vendu par le tsar, je crois de mémoire, en 1870, quelque chose comme ça. La Russie possède une énorme richesse en or vert, 7,7 millions de kilomètres carrés de forêt avec une grande variété d'essences, sapins, bouleaux, hêtres, chênes, frênes, tilleuls, etc. La Russie produit 212 millions de mètres cubes de grumes et possède la plus importante réserve forestière au monde. Sixième producteur mondial de charbon, avec 355 millions de tonnes produites en 2018. Troisième producteur mondial de titane, un métal très important pour la fabrication des missiles. Avec 13% de la production mondiale, un métal de la plus haute importance dans la fabrication des missiles avec une densité de 4,54, un point de fusion de 1660 degrés, etc. Troisième producteur mondial de pétrole. Deuxième producteur mondial de gaz. Premier exportateur mondial de blé avec 33 millions de tonnes produites dans ce pays en 2021. La Russie a triplé sa production de blé entre l'année 2000 et l'année 2021. Deuxième producteur mondial d'aluminium, un métal très important aujourd'hui. Premier producteur mondial de diamants dans le monde, avec 23 millions de carats produits en 2020, très loin devant le Canada qui produit 13 millions de carats. Alors là, il faut dire que, en ce qui concerne les diamants, il n'y a pas eu d'embargo. Vous savez que tout le marché des diamants se fait par l'intermédiaire d'une place qui se trouve à Anvers, en Belgique. Et là, évidemment, c'est une branche, on va dire, du lobby de la finance qui tient le marché mondial, et le marché et le commerce a continué pendant toute la durée de l'embargo. Il continue aujourd'hui. Donc, le business continue même pendant la guerre. Alors, dans le domaine militaire, la Russie rivalise avec la Chine dans bien des équipements et les États-Unis sont maintenant incapables de se confronter à l'un ou à l'autre. La Russie possède maintenant une panoplie de missiles qu'elle ne possédait pas il y a 4 ans. Et c'est la raison pour laquelle elle a fait traîner cette guerre qu'elle a appelée « opération spéciale ». Car pour la Russie, comme pour tous les pays, la guerre est déclenchée après une déclaration officielle et cela implique une mobilisation générale comme celle que nous avons connue en France en 1914 ou en 1939.
Une mobilisation générale en Russie aurait levé une armée de plusieurs millions de militaires en limitant le nombre de militaires envoyés en Ukraine à un nombre tournant autour de 600 000 militaires. La Russie a conservé la possibilité de faire tourner ses usines produisant du matériel militaire 24 heures sur 24. C'est ça le point important. Donc ils ont envoyé 600 000 militaires en Ukraine et tout le reste des personnes en âge de travailler étaient dans les usines pour produire des missiles et de l'armement. Alors aujourd'hui, la Russie possède un grand nombre de missiles Kinjal, de missiles Iskander, de missiles Oreshnik et de missiles Zircon. Chacun de ces missiles possède des particularités différentes et très complémentaires. Aujourd'hui, la guerre se fait avec des missiles et des drones. Il n'est plus nécessaire d'aller sur le front pour tuer des militaires ou détruire des installations militaires. Le missile Kinjal se place sous un avion et a une portée de 2400 km. C'est vraiment un missile destiné aux Européens. Il fonce à la vitesse de 12 000 km par heure et peut pénétrer par sa vitesse à 40 mètres sous terre. Le missile Iskander est placé sur un véhicule mobile. On le tire depuis le sol et c'est un missile sol-sol. Il vole à une vitesse de Mach 7 avec une portée d'environ 500 km, portée qui a été légèrement augmentée ces derniers temps, et est principalement destiné à détruire des installations de surface. Le missile Oreshnik est produit à un rythme de 3 par mois, et cela depuis 15 mois. Ce missile est conçu pour porter 6 têtes nucléaires, mais actuellement, on l'utilise avec 6 têtes conventionnelles. Sa portée maximum est de 5000 km. L'Union européenne prétend vouloir faire la guerre à la Russie. C'est ridicule. L'Union européenne a 30 années de retard dans les équipements militaires par rapport à la Russie. L'Union européenne veut doubler ses budgets consacrés à la défense. C'est complètement inutile et dangereux. Elle pourrait multiplier par 3 ou par 4 ses budgets. Ce n'est pas une question de pourcentage ou de milliards d'euros, c'est une question de temps. Les spécialistes estiment qu'il faudrait environ 10 années pour reconstruire une armée en Allemagne ou en France. Aujourd'hui, l'élément prioritaire décisif, c'est la couverture par satellite qui permet de voir et de guider. Les États-Unis font tourner 9000 satellites autour de la Terre. Combien d'années faudra-t-il à la France ou à l'Allemagne pour mettre en orbite ne serait-ce que 3000 satellites? Vouloir construire une force militaire pour faire la guerre contre la Russie est une folie. Il faut faire du commerce avec la Russie, pas faire la guerre. Il faut en priorité réparer les gazoducs qui fournissaient le gaz en Allemagne et permettaient à l'économie européenne de fonctionner. Le lobby de la finance qui dirige l'Angleterre et l'Union européenne est complètement en dehors des réalités. Nous ne sommes plus en 1995. La Russie, la Chine et l'Inde sont devenues des puissances économiques très importantes. La Russie, la Chine et l'Iran et la Corée du Nord sont devenus des puissances militaires très importantes. Les dirigeants russes sont patients, modestes, mais ils sont déterminés à défendre leur territoire et leur souveraineté. En fournissant tous les éléments pour fabriquer les drones de très longue portée à l'Ukraine, l'Allemagne, l'Angleterre et dans une moindre mesure la France deviennent des co-belligérants et prennent le risque de voir toutes leurs usines, ou tout du moins celles qui fabriquent des missiles, détruites par
des missiles Oreshnik. Les drones assemblés en Ukraine qui survolent les pays de l'OTAN pour détruire des installations pétrolières en Russie depuis plusieurs mois vont déclencher une réponse de la part des dirigeants russes. Cette réponse va surprendre la majorité des journalistes des grands médias. Les dirigeants russes ont fait preuve de patience, ont encaissé des vexations que l'Union soviétique n'aurait jamais acceptées. Ils l'ont fait dans le but d'avoir le temps pour fabriquer suffisamment de missiles et de matériel, non pas pour faire la guerre, mais pour la gagner. À mon avis, ils préfèrent continuer à gagner du temps pendant 1 ou 2 ans pour augmenter l'écart déjà énorme en matière de puissance militaire entre eux et le monde occidental. Mais maintenant, les dégâts provoqués par les drones qui détruisent des installations pétrolières en Russie commencent à poser de sérieux problèmes dans l'approvisionnement du pays en carburant. Il est probable que la Russie va utiliser quelques missiles Oreshnik pour détruire des usines en Allemagne et peut-être en France. Dans un premier temps, les missiles Oreshnik seront équipés de têtes conventionnelles. Il s'agit d'envoyer un message fort aux Occidentaux pour qu'ils comprennent qu'il faut arrêter de fournir du matériel militaire destiné à détruire des installations en Russie et à tuer des personnes qui travaillent dans ces installations. Mais comme l'a dit le professeur Karaganov, si les dirigeants européens ne comprennent pas le message, il faudra passer à des frappes nucléaires. Or, ils n'utiliseront pas des armes nucléaires pour détruire des installations au sol, à cause des retombées radioactives qui poseraient d'énormes problèmes sur de grandes surfaces du territoire pendant plusieurs semaines. Ils utiliseront des explosions à basse altitude qui tueront par leur effet direct. Certainement, au-dessus de régions peu peuplées, de petites villes, ce qui sera en quelque sorte un message envoyé aux dirigeants européens. Le premier message permettra aux dirigeants européens de comprendre que la Russie est la première puissance nucléaire dans le monde, que les armes ne sont pas destinées à faire de la figuration, mais qu'elles peuvent être utilisées si nécessaire. Le deuxième message permettra aux dirigeants européens de constater que les États-Unis ne veulent pas risquer la destruction de New York, Washington ou d'autres villes pour défendre Londres ou Paris. Le troisième message sera très clair. Si vous tentez de répliquer avec des missiles anglais ou français, nous avons la capacité de détruire 80% de vos pays en Europe. On peut supposer que nous n'avons pas à attendre longtemps la destruction d'usines sur les territoires européens par des missiles à charge conventionnelle. La suite dépendra de la réaction des dirigeants européens. Voilà quelle est la situation actuellement. Et donc, dans les semaines qui viennent, nous aurons certainement la possibilité de voir si les dirigeants russes passent à l'action, ce qui est actuellement au stade de la réflexion, ils préparent cette situation. Il faut être conscient de ça, et donc, bien que la presse probablement occidentale n'en parle pas beaucoup, la Russie, on a assez d'avoir des drones qui arrivent dans leur ville, Saint-Pétersbourg ou Moscou, et qui détruisent des installations pétrolières qui ont maintenant de très graves conséquences. Donc, à très bientôt.